Merci de rester avec nous, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Pour ce numéro, nous recevons sur ce plateau Maître François Serre. Il est avocat au barreau de Paris. Maître, bonjour et bienvenue. Bonsoir. Alors, pour vous présenter, vous êtes avocat au barreau de Paris, conseil du président Hissène Habré depuis 2008. Vous l'avez même représenté devant la Cour de justice de la CEDEAO. Vous êtes avocat à la Cour pénale internationale, mais aussi avocat au tribunal spécial pour le Liban. Vous avez l'expérience de grands procès internationaux. Vous êtes aussi consultant en partenariat public-privé de la commission de l'UEMOA. Alors, est-ce qu'on vous a bien présenté? À peu près. Et on y va pour les questions. Maître Serre, du 8 au 11 février 2016, on va débuter les plaidoiries pour le compte du procès du président Hissène Habré. Ceci, sans votre concours, vous les avocats du président. À ce titre, quel regard portez-vous sur ce procès? Bon, écoutez, je peux déjà présenter le regard que j'ai pu porter en tant que témoin acteur de ce procès, puisque j'ai participé à la quasi-totalité des audiences entre le 7 septembre et le 15 décembre. Donc, si vous voulez, un procès international doit être marqué par plusieurs paramètres. D'abord, est-ce que les standards internationaux, les règles de procédure, les grands principes ont été respectés? La réponse est non, et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre. Oui. Principalement, si vous voulez, je pense que le rôle du procureur général Mbacké Fall doit être mis en exergue comme un exemple contraire au respect des grands principes internationaux, puisque c'est quelqu'un qui, dès le départ, est parti au Tchad faire des enquêtes et immédiatement a disculpé le président Déby, a considéré qu'il n'était absolument pas impliqué dans tout ce qui s'était passé entre 82 et 90, a obtenu la révocation d'un procureur à N'Djamena qui instruisait à décharge et au bout de quelques semaines a dit qu'il y avait suffisamment de preuves contre le président Habré. Donc c'était déjà violer les règles du comportement d'un procureur devant les juridictions internationales qui doit enquêter à charge et à décharge, communiquer à la défense les éléments à décharge. Et ultérieurement, pendant toute la procédure, il n'a cessé de parler dans les médias, d'insulter, d'expliquer, comme le faisait son ministre de la Justice, qu'il était temps, grosso modo, que l'Afrique juge ses bourreaux. Pourquoi tout cela? Parce qu'en fait, la particularité de ce procès, qui est contraire à tous les procès internationaux, qui est que c'est celui qui a fait le coup d'État qui organise le financement du procès. Donc comment peut-on respecter des règles de procédure quand, je dirais, celui qui finance le salaire des juges, alors on nous dit non, c'est les Tchad qui payent, c'est pas Idriss Déby, mais enfin on sait comment ça se passe dans un certain nombre de pays où les chefs d'État ont tendance à confondre leur poche et celle du Trésor public. Et c'est le cas dans une affaire extrêmement politique où en fait Idriss Déby a financé un procès et que tous les marqueurs dans toute la procédure d'instruction et à l'audience, ont montré qu'ils contrôlaient la procédure. Pourtant, au niveau des chambres africaines, on a dégagé en touche toutes ces accusations par rapport au financement du président Déby dans ce procès. Alors, oui, enfin, c'est ce qu'ils ont dit hier. Enfin, ils racontent des histoires. C'est-à-dire que chacun sait que le président Déby a financé ce procès à plus de 50%. Il avait même donné 2 milliards avant le début du procès. Et que sans le financement par le Tchad, l'Union africaine n'aurait pas mis un centime. Elle n'a mis quasiment rien. Quelques puissances occidentales revanchardes ont mis un peu d'argent. Mais sans le procès et le financement par Idriss Déby, rien ne se serait passé. Et quand on parle de financement, ce qui est inquiétant, si vous voulez, c'est le financement qui va au-delà du budget. C'est pas moi qui ai parlé, c'est la presse sénégalaise qui a dit qu'à un moment donné, les juges d'instruction qui étaient partis au Tchad avec leur per diem, leur budget, financé prétendument par le Tchad, arrivaient sur place, recevaient de l'argent du régime, une sorte de double paiement. Il y avait des dessous de table. Je ne sais pas si c'est des dessous de table. Quelles étaient ces sommes d'argent dont on a parlé et dont, en définitive, le président Déby a demandé la restitution. Enfin, est-ce qu'on a vu déjà un procès international où le financeur du procès réclame la restitution d'une deuxième somme d'argent perçue par des juges? Reed Brody, qui est le représentant de Human Rights Watch dans cette affaire, sait très bien que devant une juridiction américaine à New York, quand on dit que le procureur ou les magistrats chargés d'une enquête a reçu de l'argent d'une partie du procès,
le soir même, le procès s'arrête. Il n'y a plus de justice indépendante. Il n'y a plus d'objectivité dans la conduite de l'enquête. Donc c'est ces deux grands marqueurs, si vous voulez, c'est la confrontation avec les standards internationaux et le financement qui ont fait que cette procédure n'était pas équitable. Ce procès ne répond pas aux standards internationaux. Mais, si vous voulez, le premier point qui est très frappant, c'est que au départ, on est parti d'un mandat politique de l'Union africaine que le président Wade est allé rechercher à contrario de décisions rendues par la justice sénégalaise. Donc c'est déjà un mandat politique donné par une conférence politique qui n'a pas de dossier. Ultérieurement, il y a une enquête qui est menée totalement à charge, il n'y a pas de témoin à décharge. Dès qu'il y a un témoin qui accuse le président Déby, on le disculpe, on le sort, donc il y a un ciblage des témoins contre le président Habré. L'enquêtrice de personnalité, par exemple, nous a dit qu'elle avait demandé à enquêter sur le président Habré au Tchad, mais que les chambres africaines elles-mêmes leur avaient dit que leur sécurité n'était pas assurée au Tchad. Donc ça veut dire que moi, qui n'ai pas été au Tchad et qui n'ai pas voulu y aller parce que nous ne participons pas à ce procès, ça voulait dire très clairement que, contrairement aux promesses de Mme Touré, la défense ne pouvait pas, comme elle l'a fait dans l'affaire Gbagbo en se rendant en Côte d'Ivoire, se rendre au Tchad pour mener une enquête indépendante. Donc ça, si vous voulez, c'est un des marqueurs les plus importants. Mais il y a, si vous voulez, beaucoup plus grave, et c'est le point sur lesquels je voudrais insister. Lesquels points? Alors, c'est le fait que, en refusant de collaborer avec les autorités sénégalaises, puisque ça a été la dernière position adoptée par le président Déby. C'est-à-dire que les autorités sénégalaises, à un moment donné, ont bien vu les responsabilités évidentes du président Déby. Certains témoins l'ont accusé. Il a été convoqué à 2 reprises par les juges d'instruction, ce qui a entraîné son ire et la réclamation d'une demande d'argent. Deuxièmement, il y avait les auteurs directs. Le président Habré est présenté comme un responsable hiérarchique, mais il y a des gens qui prétendument ont torturé, tué, etc. Tous ces gens-là auraient dû venir à Dakar. Les seconds couteaux. Enfin, les premiers couteaux, on pourrait dire, puisque ce seraient eux qui pourraient éventuellement accuser le président Habré d'avoir travaillé sous son ordre. Or, on les a extraits de la procédure. Pourquoi? Vraisemblablement parce que la première personne qu'ils auraient pu accuser, c'était M. Déby. Donc en fait, il y a eu un contrôle total, et à partir du moment où on empêche tous ces gens de venir, on empêche un élément fondamental dans tous les procès internationaux, c'est la vérification de la chaîne de commandement. C'est-à-dire qu'on a une victime prétendue, elle se plaint de quoi? D'un auteur direct. À partir du moment où cet auteur direct n'est pas là, s'il avait été là, il aurait pu dire « Ben oui, mais j'ai une victime prétendue parce qu'elle avait fait ça, ça et ça. » Il y a une fiche, on parle beaucoup des fichiers de la DDS. J'ai rempli cette fiche parce que je lui reprochais ça, ça et ça. Est-ce que cette fiche, vous l'avez bien signée? Est-ce qu'elle est authentique? Regardez-la, etc. Après, on aurait pu voir si ce monsieur avait travaillé sur ordre, s'il avait rendu compte, si effectivement il avait rapporté après au président Habré ou à quelqu'un d'autre. Toute cette chaîne de commandement disparaît. Il n'y a plus d'État au Tchad. Il y a juste une prétendue victime qu'il faudrait croire sur parole et un demi-dieu qui contrôle tout, qui pense à la place de tout le monde, qui est partout au Tchad. Et en définitive, on a une sorte... Comme il n'y a plus d'État, il n'y a plus qu'une personne à poursuivre, et donc il est responsable de tout, jusqu'aux accidents de la circulation, jusqu'à ce pauvre monsieur sénégalais qui se plaint d'être victime, alors qu'il faisait du trafic d'or avec l'armée française, qu'il a été arrêté parce qu'il faisait du trafic d'or avec l'armée française, qu'il a été peut-être maltraité, mais en quoi? Je veux dire que si dans une prison sénégalaise ou dans un commissariat de police sénégalais, on bat un peu trop fort quelqu'un qui a commis un crime de droit commun, est-ce qu'on va attaquer M. Macky Sall ou le président Wade? Pas un instant. Donc cette chaîne de commandement disparaît. En faisant disparaître ça, on détruit la mission des chambres africaines. C'est-à-dire que ces chambres africaines ont pour mission de juger la totalité des faits entre 82 et 90, pas simplement M. Habré. Or, si Déby n'est pas là, et si on l'exculpe de toute cette affaire, on perd toute la substance d'un procès international qui est là pour remonter les faits, les dissocier, les distinguer, etc. Donc vous voyez une justice à 2 vitesses. Oui, je vois une justice à 2 vitesses. Et surtout, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que à partir du moment où on refuse de collaborer, que les autorités tchadiennes refusent de tout donner, elles organisent à un moment donné, en 2014, un procès bidon à N'Djamena, des personnes dont elles ont décidé qu'elles ne les renverraient pas devant les chambres africaines, qui ont les compétences exclusives de par un traité international entre l'Union africaine et le Sénégal, et entre le Sénégal et le Tchad, pour juger tout le monde. À partir de ce moment-là, on ne juge plus qu'une personne. Et c'est là où on remonte, si vous voulez, au mandat initial,
qui était de juger une personne que l'on avait désignée d'ores et déjà comme coupable, qui est le président Habré. On fait disparaître toute la mission des chambres africaines, on refuse de collaborer avec les autorités sénégalaises, et en définitive, les chambres africaines ne sont plus que des mandataires d'une exécution politique décidée qui a pour objet de liquider physiquement le président Habré. Et c'est ça que le président Macky Sall, en définitive, a accepté de valider, que Sidiki Kaba a accepté de valider. Ils étaient là dans une lutte contre l'impunité. Il fallait que tout le monde soit poursuivi, examiné, enquêté, plutôt que de vérifier si l'adversaire politique qu'on avait renversé pouvait être jugé avec de l'argent que l'on donnait à des juges pour prononcer quelque chose qui ne pouvait se traduire que par une condamnation acquise d'avance. En parlant de validation, est-ce que vous, en tant qu'avocat du président Hissène Habré, vous allez valider les plaidoiries de vos collègues qui se sont constitués pour sa défense? Alors, certainement pas. D'abord, je voudrais rappeler que le barreau de Dakar a pris des décisions, on les avait interpellés, et le barreau de Dakar avait dit, quelques jours avant le début du procès, qu'il fallait respecter la stratégie de défense du président Habré, qu'il était donc important que, quelles que soient les personnes qui le représentent, il fallait qu'ils le représentent avec son accord. Les avocats sont des mandataires, et que les conditions dans lesquelles leur nom a été communiqué par le barreau de Dakar aux chambres africaines sont d'ailleurs pas extrêmement claires, et qu'en définitive, ce sont les chambres africaines qui ont désigné des avocats qui ont bien voulu participer à quelque chose qui s'est révélé être une mascarade judiciaire, et que donc je ne peux pas valider cela. Pourquoi? Parce qu'en définitive, comment des avocats d'office peuvent plaider contre la stratégie de l'accusé? La stratégie de l'accusé, c'était non seulement de dire non, le procès est inéquitable, mais si je viens participer à ce procès, c'est que je considère qu'il y a un peu d'équité dans ce procès, que je veux être capable de renverser la balance. Beaucoup d'avocats, de grands avocats du barreau de Dakar ont été interpellés. Ils ont dit, mais on ne va pas dans cette histoire. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas eu d'enquête indépendante, parce qu'il n'y a rien dans ce dossier, il n'y a pas d'éléments à décharge. Qu'est-ce qu'ont fait ces avocats pendant 45 jours? Ils ont été au Tchad? Non. Ils ont cité le président Déby? Non. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour appeler des témoins à décharge? Non. Est-ce que, point fondamental, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être on fera des comparaisons avec l'affaire Gbagbo. Combien de problèmes de procédure s'est posé dans l'affaire Gbagbo? Qu'est-ce qu'ont fait ces avocats d'office? Ils n'ont soulevé aucune nullité. Ils n'ont pas contesté la légitimité des chambres, la légalité des procédures, les irrégularités des commissions rogatoires. Le fondamental était ce que, dans un grand procès d'assises, il faut notifier à l'accusé la liste des témoins. Pourquoi? Parce que l'accusé doit comprendre de quoi on l'accuse, qui va être contre lui, pour que peut-être lui-même communique sa propre liste de témoins. Or, cette liste n'a pas été communiquée. Au président Habré. Au président Habré, ni à son avocat. Oui. Et j'ai deux décisions de la Cour suprême du Sénégal qui disent qu'à défaut de communication de la liste des témoins, la Cour suprême du Sénégal a annulé deux décisions de cour d'assises. Donc la décision qui va être rendue au mois de juin prochain, elle est déjà nulle d'avance. Mais ces avocats n'ont pas fait leur travail. C'est-à-dire qu'ils auraient dû contester le fait que cette liste n'avait pas été communiquée, l'audience s'arrêtait. Donc ça, c'est quelque chose de terrible. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'en acceptant, puisqu'ils n'ont pas pu faire autrement, ils savaient qu'il y avait des nullités, ils n'ont pas déposé des nullités. Mais ils ont accepté aussi le fait qu'il n'y avait pas de chambre d'appel. C'est-à-dire que, pour X raisons, la Cour a refusé de mettre en place au-dessus d'elle une juridiction d'appel qui aurait permis de rendre la justice sur des décisions rendues par la Chambre de première instance, sur les nullités de procédure. Mais non, il a fallu étouffer le rapport sur ces nullités, les plaidoiries sur ces nullités, les décisions sur ces nullités. Dès qu'une nullité, j'en ai eu dans plein d'affaires au Sénégal, pose un problème d'ordre public, les magistrats siègent, délibèrent, rentrent une décision et on va immédiatement en appel. Et ça veut dire que vous doutez de la bonne foi de ces avocats? Bon, écoutez, je ne suis pas là pour me mettre dans leur tête, etc. Tout ce que je constate, c'est qu'ils ont accepté de faire une défense de façade, simplement limitée à l'examen des auditions, des procès-verbaux, etc. Et que, bon gré mal gré, ils sont acceptés de participer à un jeu politique, un procès politique, et qu'ils ont aidé les chambres africaines, et que, sachant à un moment donné qu'ils ne pouvaient rien faire contre une machination terrible contre eux, ils acceptaient de participer et de mettre le nom du barreau de Dakar et leur nom au bas d'un arrêt de condamnation.
Et la défense du président Habré, en dénonçant la procédure, c'était justement de refuser de participer à un procès déloyal. Si les avocats y vont, c'est que d'une certaine manière, on va favoriser l'idée que le procès a été loyal, puisque les avocats... Donc c'est grave. C'est grave par rapport à l'éthique des avocats, et c'est grave par rapport à l'enjeu fondamental de la stratégie de défense qui a été bafoué. On a pris des avocats d'office pour lutter contre les avocats du président Habré. Oui. Et ça, c'est pas acceptable. Pour en revenir au procès, quels ont été les événements marquants de ce procès du président Hissène Habré? Écoutez, là, le premier événement, je ne voudrais pas me focaliser sur le président Déby, mais comme vous le savez, quelques jours avant le début de ce procès, sur la base d'un certain nombre d'informations et de procès-verbaux qui visaient la responsabilité personnelle du président Déby, des plaintes ont été déposées par d'autres avocats et par d'autres victimes prétendues du président Déby. Qui est responsable du traitement de ces plaintes? C'est encore M. Mbacké Fall. Aujourd'hui, 4 mois après, silence total. Pourquoi M. Mbacké Fall se tait sur la plainte de M. Déby? Il n'y a aucune suite. Est-ce qu'il l'a classée? Est-ce qu'il ne l'a pas classée? Mais si vous voulez, à partir du moment où il y avait cette plainte, elle devait être traitée. Ou alors on fait de la discrimination. Ils ont prétendu que les chambres d'instruction, c'était fini. Mais non, les juges avaient été renvoyés avec honneur et beaucoup de salutations dans d'autres fonctions pour les grands mérites de leur instruction. Mais on pouvait parfaitement désigner d'autres juges d'instruction pour enquêter sur les responsabilités de M. Déby. Quand on l'accuse directement, parce qu'il y a quand même quelques procès-verbaux qui leur ont échappé, qui sont dans le dossier dont on a parlé à l'audience, quand on l'accuse directement d'être responsable des événements de Septembre Noir, ça veut dire que ça mérite une enquête. Moi, quand je me promène dans la rue à Dakar, dans les restaurants, etc., la première chose qui vient aux citoyens sénégalais, mais où est Déby dans cette affaire? C'est la première réaction qu'ils ont. Et pourquoi? Parce que, étant commandant en chef de l'armée tchadienne, puis premier responsable, conseiller à la sécurité, dans un deuxième temps, il était à la fois le premier responsable éventuel des prétendus crimes de guerre et des prétendus crimes contre l'humanité commis par la DDS, puisqu'il... La DDS, lui, on faisait le rapport en tant que conseiller à la sécurité. Donc personne ne comprend pourquoi il n'est pas là. Mais la réponse est simple. Donc vous êtes interpellé à Dakar par rapport à l'absence du président Déby? Oui, et la réponse, elle est simple. Il finance les chambres. À partir du moment où il finance les chambres, personne ne veut... Il y avait, à l'évidence, on a un peu parlé de Déby à la fin, mais à l'évidence, pendant tout le début, il y avait un accord de tout le monde, y compris les avocats d'office, pour stopper la parole pouvait porter de près ou de loin sur monsieur Déby. Je voudrais juste faire une parenthèse. Vous savez qu'il s'est trouvé que dans ce dossier, il y a la procédure qui a été faite à N'Djamena par d'autres parties civiles, dans laquelle un jugement a été rendu pour arranger tout le monde et pour empêcher les co-accusés de venir témoigner à Dakar dans le grand procès des chambres africaines. Or, les juges ont dit qu'en fait, la plainte avait démarré en 2000. Elle n'a été jugée qu'en 2015. Vous savez pourquoi? Parce que les juges de N'Djamena ont dit dans leur décision que les co-accusés avaient été protégés par le régime tchadien, le régime en place. C'est-à-dire que Déby, qui finance le procès, prétend lutter contre l'humanité, contre les crimes contre l'humanité, contre l'impunité, pour la bonne gouvernance du Tchad, etc., protège les co-accusés pour empêcher les poursuites à leur encontre. Mais quand ça l'arrange, pour ne pas les renvoyer devant les chambres africaines, il les fait juger. Parce que les juges disent très clairement que ces accusés étaient protégés par le régime en place, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Donc en définitive, Déby refuse de venir à Dakar, protège les autres accusés, il organise même leur condamnation, parce que toutes ces personnes ont été condamnées très sévèrement. Aujourd'hui, on apprend que ces personnes vivent en villégiature, qu'ils ont été libérés. Est-ce que son statut de président ou bien chef d'État le permet pour qu'il comparaisse? L'article 10 des chambres africaines prévoyait que même un chef d'État en exercice pouvait être poursuivi devant les chambres africaines. Donc en fait, quand M. Déby est venu à Dakar, il n'y avait rien qui n'empêchait les juges de le poursuivre ou de l'entendre, de faire une enquête contre lui, sinon très probablement une décision politique du président Macky Sall qui allait contre le statut des chambres africaines. Le président Macky Sall tirait donc lui-même une balle dans le pied et dans la justice africaine, puisqu'il protégeait son collègue de l'Union africaine
défoudre des chambres africaines. Tout ça parce qu'encore une fois, c'est Déby qui assure le financement de ces juges, c'est tout. Il y a malheureusement, si vous voulez, dans les grands procès internationaux, je parle toujours de financement parce que dans les grands procès internationaux des Nations Unies, bon, l'argent, il vient d'ailleurs. Il vient pas de la partie qui a renversé le président et qui contrôle l'enquête. C'est ça qui est fondamental à comprendre. Oui, par rapport au procès de ces co-accusés qui s'est déroulé au Tchad, à vous entendre parler, ça a été un procès à l'amiable. Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un procès qui va poursuivre des gens pour vider les chambres africaines de tout leur contenu, de leur mission de juger l'ensemble des faits au Tchad. Donc c'est un procès extrêmement politique et ciblé. C'est-à-dire que les chambres africaines avaient pour objectif exclusivement de juger tous les faits et tous les responsables des crimes commis entre 82 et 90. Si on en juge... Et on n'est pas dans une situation comme la Cour pénale internationale où la Cour ne juge que subsidiairement ceux qui n'ont pas été poursuivis au plan national. Elles avaient une compétence exclusive pour juger tout le monde. Si on organise des procès comme ça, comme par hasard, en octobre 2014, pour avoir des décisions en juin 2015, c'est dans un but précis, c'est de les poursuivre pour satisfaire une séparation entre ces deux procédures, obtenir des condamnations dont on va dire après qu'elles empêchent, puisqu'ils ont déjà été condamnés, leur poursuite devant les chambres africaines. Or, manifestement, la libération de ces personnes prouve aujourd'hui que c'était des condamnations bidons et que, en définitive, tous ceux qui se glorifiaient ici, comme Sidiki Kaba, de ce qu'il fallait respecter la souveraineté, enfin, tous ces gens qui se sont battus pour les chambres africaines, sur le diktat d'un ambassadeur américain, je parle de Sidiki Kaba, ont en définitive accepté une décision de souveraineté du président Déby qui s'opposait à sa signature et au traité entre l'Union africaine, le Sénégal, le Tchad. Donc tout ça est une farce totale. Et maintenant que le président Idriss Déby est le président en exercice de l'Union africaine, comment vous l'appréciez ? Ouais, écoutez, pour l'instant, si vous voulez, je ne pense pas que sa position le protège davantage. Il est aujourd'hui dans une guerre contre le terrorisme, bénéficiant du soutien des Français, de la communauté internationale, etc. Est-ce que ça le fera échapper pour autant à tout ce qui s'est passé entre 82 et 90? Manifestement, si vous voulez, tout ce que je constate, c'est que Reed Brody, les ONG, toutes les grandes organisations des droits de l'homme qui luttent contre l'impunité ont marchandé la tête d'Hissène Habré et ne disent plus rien sur Idriss Déby. C'est-à-dire qu'on vend quelqu'un qui devient le bouc émissaire, dont le procès est en définitive arrange tout le monde parce qu'on veut lutter contre la Cour pénale internationale, donc on veut montrer qu'il y a un grand procès en Afrique. On se tait. Et en fait, les grands procès internationaux ne sont pas comme cela. Aujourd'hui, on constate que les chambres africaines, le président Macky Sall et les juges des chambres africaines donnent un blanc-seing finalement à ce qui se passe au Tchad depuis 1990, ces 25 dernières années, où il y a des crimes, où il y a des viols, où il y a des assassinats, où il y a des opposants qui disparaissent, etc. Donc en définitive, en acceptant un financement par Déby et le fait de ne pas le poursuivre en responsabilité pour ce qu'il a fait éventuellement entre 82 et 90, on valide et son irresponsabilité pour la première période, et aujourd'hui le fait que c'est quelqu'un d'honnête, qui depuis 25 ans, alors qu'on dénonce par ailleurs tel qui va rester encore pour un troisième mandat, etc., ça gêne personne que Déby soit encore depuis 26 ans à la tête du Tchad et que son régime soit impliqué dans des crimes dont le montant en termes de perte de vie humaine est sans doute beaucoup plus important, si on veut un peu d'honnêteté, à celui qui est reproché au président Habré. Oui, concernant le procès du président Habré, quelles sont les preuves réunies contre votre client ? Alors, il y a plusieurs types de preuves. Si vous voulez, ce qui me paraît important là, c'est de voir un petit peu les accusations. C'est-à-dire que, en fait, encore une fois, on est parti d'enquêtes d'ONG. Il n'y a jamais eu d'enquête sénégalaise. Les juges sénégalais ont mis en prison le président Habré avant même de se rendre au Tchad, dont ils ne connaissaient rien, ni même l'histoire, puisqu'ils ont convoqué un prétendu expert historique. Donc en effet, il n'y a pas eu d'enquête. On a donné et mis un gros paquet sur la table, qui étaient les rapports des ONG, et on a demandé aux juges sénégalais de se rendre au Tchad pour les valider. Donc ils ont pris chaque personne, ils l'ont auditionné. Est-ce que telle personne qui accuse le président Habré fait l'objet d'une vérification? Est-ce qu'on enquête? Est-ce qu'il y a des confrontations? Est-ce qu'il y a des éléments matériels qui sont discutés, etc.? Pas un instant. Donc en fait, ils ont été la boîte aux lettres tchadienne de cette affaire. Ils n'ont pas fait d'enquête, à charge ou à décharge. Et en définitive, nous-mêmes,
nous n'avions pas la possibilité de contester la validité des rapports des ONG, puisqu'en fait, ils étaient versés dans le dossier, et qu'on n'avait pas, comme c'est possible dans l'affaire Gbagbo, la possibilité de contester l'admissibilité de ces rapports qui étaient d'ores et déjà versés au début, et qui ont servi à l'inculpation et à la mise en détention du président Habré. Donc en fait, on a une enquête qui marche sur la tête. On a eu des réunions de preuves par rapport à différents crimes. Je réponds directement maintenant. On parle de quoi? On parle de crimes de guerre. Oui. C'est quand même extraordinaire de parler de crimes de guerre et que de ne viser qu'un homme. S'il y a guerre, il y a bien deux parties. Il y avait quelques partis au départ, en 82, qui s'opposaient. Il y en avait 11 à l'arrivée. Codo, rouge, vert, de telle ou telle région, etc. Libyens, français. Non, mais il n'y a qu'une guerre. Il n'y a que des honnêtes pères de famille d'un côté, des hommes qui n'ont pas tué, surtout pas les combattants du président Habré dans des hôpitaux de N'Djamena, je parle de Goukouni Weddey, et de l'autre côté, que des gens qui n'ont qu'un seul but dans la tête, c'est de réprimer leur peuple. Donc il y a une guerre, on reconnaît qu'il y a une guerre. Donc c'est là où déjà on s'aperçoit que quelque chose ne va pas. Il y a une guerre, donc ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu de décès. Dans toute guerre, il peut y avoir des dérapages, mais il y a des dérapages de tous les côtés. Il y a des capitaines ou des lieutenants qui, dans des situations de conflit, dans un village, peuvent perdre la tête à un moment. Est-ce que ça veut dire que le chef d'État est responsable? Pas un instant. Ou en tout cas, ça mérite une discussion sur les conditions dans lesquelles tel ou tel fait a été exécuté. Donc en fait, sur les crimes de guerre, c'est absolument incroyable. Je rajoute quand même que la majorité de l'armée libyenne qui a été défaite, ses cadres principaux sont partis aux États-Unis et dirigent aujourd'hui la Libye, que la majorité des combattants libyens sont repartis en Libye sans difficulté, et on va dire que ce sont les 15 000 combattants tchadiens du côté d'Hissène Habré qui sont morts pour l'indépendance de leur pays. Ceux-là n'ont pas été victimes de crimes de guerre. Non, tout allait bien, etc. Donc c'est pas sérieux. Crimes contre l'humanité. Pour qu'il y ait crime contre l'humanité, si on veut faire comparaison avec le Rwanda éventuellement, il faut qu'il y ait une attaque dirigée contre une population civile de façon systématique, généralisée, globale, avec une perspective de viser une ethnie. Est-ce le cas? Non, bien évidemment pas. Je prends par exemple les éléments sur les Adjaraï, qui étaient donc une des ethnies. C'est une des ethnies qui a... C'est une des... Comment dire? Les responsables principaux de cette ethnie ont accompagné le président, comme les Agawa, le président Habré, dans son combat, et l'ont porté au pouvoir. Ils l'ont accompagné dans toutes ces années de bataille quand il était président de la République. Ils ont été aux postes les plus importants. Étrangères, aux responsables de l'armée, aux responsables de l'administration, hommes d'affaires, etc. Bon. On nous dit, à partir de 1984, à la mort prétendue, il aurait été, nous dit-on, empoisonné alors que c'était son meilleur ami de M. Miskin, la répression contre les Adjaraï commence. Bon. C'est faux, l'audience l'a démontré, puisqu'on nous dit que la répression des Adjaraï n'aurait commencé qu'en 87. Donc en fait, il y a, pendant toute cette période, la cause prétendue de la répression des Adjaraï fait que pendant 3 ans, il ne se passe rien. Que ça commencerait en 87 et 90. Et ce dont on s'aperçoit, en définitive, c'est que, là aussi, c'est pas une population civile qui est attaquée, c'est des gens qui rentrent en rébellion, qui sont financés par les Français pour mener une rébellion contre le président Habré, et qui, à un moment donné, mènent des actions militaires, de rébellion, d'attentats, d'explosifs, etc. Bien évidemment, il y a des enquêtes. Bien évidemment, on va voir dans leur famille, dans leurs amis, éventuellement dans leurs cousins, qui est responsable. Est-ce que ça veut dire qu'on attaque une ethnie? Non. Goukouni Weddey parlait la même langue, était de la même partie du Tchad. Est-ce que c'était pour autant une guerre ethnique entre eux? Pas du tout. Ils se sont battus pourtant extrêmement férocement. Et il y a eu des massacres très importants. Donc en fait, on a posé comme postulat différentes catégories ethniques comme ça se passe d'ailleurs dans l'affaire Gbagbo, de façon scandaleuse, alors qu'il y a eu un combat politique et militaire avec des combats. Pourquoi vous faites le parallélisme entre les deux procès, celui du président Habré et celui du président Gbagbo? J'entends dire dans la presse sénégalaise, dans la presse ivoirienne et même dans la presse internationale que Mme Bensouda réveille à tort la dimension ethnique du procès qui est fait à M. Gbagbo.
Donc je constate qu'on fait la même chose au Sénégal et que c'est effectivement la conception. Qui a instrumentalisé les ethnies au Tchad? C'est les Français, en protégeant les gens du Sud, en favorisant telle ou telle catégorie, en disant à la mort de tel ou tel combattant, ben toi tu vas partir et tu vas rassembler les hommes qui sont autour de toi. Ben effectivement, c'est les hommes qui sont autour de toi, ils sont de la même ethnie. Est-ce que ça veut dire pour autant que quand on combat ces hommes-là, on mène une guerre ethnique? Pas du tout. Donc, et c'est la même chose pour les Agawas. Ou alors ça voudrait dire que les Agawas étaient prétendument poursuivis à partir de 89, entre 87 et 90, entre 87 et 90, ont également poursuivi les Adjaraï. Et donc il faudrait les poursuivre, les Agawas, donc Idriss Déby. Donc il y a cette conception-là, y compris pour la même chose pour les Arabes. Donc tous ces gens, le procès a révélé qu'on est en présence, en fait, de combats militaires, de combats politiques, avec parfois des dérapages, mais qu'il n'y a pas d'attaque générale contre les populations civiles. Donc ça me paraît la révélation la plus importante. Maintenant, vous dites... Par rapport aux éléments preuves, de preuve réunis, vous avez parlé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Y en a-t-il d'autres? Oui, il y a des faits prétendus de torture. Mais là aussi, si vous voulez, comment juger de faits autonomes de torture quand on n'a pas les auteurs directs des faits? Il y a des responsables de la DDS qui, interrogés à N'Djamena, ont dit que le président n'était jamais venu à la DDS ou que personne n'avait jamais été amené à la présidence pour être prétendument torturé. Donc là aussi, on a un problème de responsabilité individuelle, un principe de responsabilité pénale qui doit permettre de déterminer si oui ou non il a participé ou il n'a pas participé. Donc à partir du moment où on nous prive des auteurs directs de ces faits à dessein pour des raisons politiques, on ne peut plus parler de torture. Je voudrais dire quand même que le procureur général des chambres sénégalaises en 2000 avait dit qu'on ne pouvait pas poursuivre le président Habré pour des faits de torture, qu'ils étaient prescrits, parce que la loi était comme ça. Et que, manifestement, avait-il dit, il y avait des raisons politiques de poursuivre le président Habré. Alors, si vous voulez, ça, c'est les catégories de crimes. Maintenant, il faut les nourrir avec des preuves et avec des faits. Qu'est-ce qu'on a? On a des témoins. Le président Kam, c'est la seule chose, en définitive, qui présente un intérêt dans la façon dont il a présidé son audience. Il a dit, moi, la seule chose que je veux juger ici, c'est les témoins qu'on a amenés devant moi. Est-ce qu'il met en doute pour autant tout le travail d'instruction? C'est ce que craint M. Mbacké Fall. Manifestement, le président Kam semble avoir des doutes sur la conduite de l'instruction et on peut se poser les mêmes questions. Donc en fait, on s'est aperçu de quoi? On s'est aperçu que les magistrats sénégalais, quand ils étaient en train d'interroger les témoins prétendument au Tchad, n'étaient pas là-bas. Ah oui. Ils n'étaient pas les témoins qui se sont contredits. Qui avait mené les interrogations? Les juges tchadiens, en l'absence de magistrats sénégalais. Et qu'est-ce que l'audience a révélé? Si vous voulez, moi, c'est ces deux grands marqueurs. Des juges d'instruction qui reçoivent de l'argent, des fabrications de témoignages. La chose la plus extraordinaire qu'on n'a jamais vue dans un procès international. C'est une personne qui vient témoigner, Madame Zidane, je crois, ou Madame Khadija Larouche. Enfin, il y a une certaine nombre... on a beaucoup valorisé le témoignage des femmes pour sensibiliser l'opinion, etc. Toutes ces personnes qui, à l'époque, travaillaient plus ou moins avec les... Elle a parlé de viol. Oui, Madame Zidane. Oui, absolument, on va en parler. Qui travaillaient plus ou moins avec les Libyens, qui aujourd'hui passent pour des victimes, ont révélé, sur question des avocats d'office notamment, que, à l'étonnement de tout le monde, tout ce qui était dans leurs procès-verbaux ne reflétait pas ce qu'elles disaient à l'audience. Donc on leur disait, mais madame, ce que vous dites aujourd'hui, c'est pas ce que vous avez dit à N'Djamena. Et ces personnes ont dit, mais comment ça, qu'est-ce que j'ai dit à N'Djamena? Moi, j'ai jamais été devant un juge à N'Djamena. La première personne que j'ai rencontrée dans cette affaire, c'est mon avocat. J'ai pas été à la police. Enfin, madame, il y a un procès-verbal devant vous. Et la personne dit, on lui montre le procès-verbal, elle dit, ah oui, c'est bien ma signature, mais c'est pas moi qui ai signé. Donc ça veut dire qu'à 5 reprises, il y a des fabrications de faux, faits à un moment donné par X dans cette affaire, X personnes, acceptés par les juges sénégalais, puisqu'ils n'étaient pas présents. Mais ils acceptent quand même que ces éléments de procédure, donc ils voient bien, ces juges sénégalais, ils voient bien des procès-verbaux arriver, auxquels ils n'ont pas participé, donc ils ne contrôlent pas l'enquête, et ces procès-verbaux apparaissent faux. Et ça, c'est sur le bureau de M. Kam,
qu'est-ce qu'il va en faire? Il ne peut pas les accepter. Et ça, c'est 5 personnes. Mais il y en a des dizaines qui se sont contredits sur des éléments extrêmement graves. Le lieu de leur torture, la méthode de leur torture, etc., etc. Il y a des, si vous voulez, on a entendu, si on peut revenir un instant sur les crimes de guerre, uniquement 2 personnes sur les crimes de guerre. Et des personnes qui ont dit, effectivement, il y a eu 3 faits, on aurait exécuté 150, plus 70, plus 30 ou 40 soldats, etc., qu'on aurait arrêté, exécuté, etc. Et on a interrogé ces 2 survivants. Quoi? Elles sont criblées de balles. Elles se traînent pendant 3 jours, 7 balles de Kalachnikov, se traînent pendant 3 jours, ne mangent pas, se traînent près d'un arbre, dans un endroit où il n'y a pas d'eau, et survivent à des conditions absolument terribles, dans des lieux qu'elles décrivent qui ne correspondent pas à la réalité de ces lieux. Donc on se demande véritablement si ces éléments-là peuvent suffire à convaincre des juges. Parce que manifestement, encore une fois, ces témoins sont des faux témoins. Donc quand on en est là, on ne peut plus accepter, la jurisprudence internationale le dit très clairement, dès qu'on a un doute sur la sincérité du témoignage du témoin, il faut l'exclure. L'autre élément important de preuve, c'est les fichiers de la DDS. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent, et puis il y a les fichiers de la DDS qui sont prétendument dans le dossier. Alors ces fichiers de la DDS, M. Mbakefal craint beaucoup, parce qu'il considère que c'est le nœud du dossier. Sans ça, il n'a plus rien. Puisque c'est le témoignage écrit de ce qu'il y aurait eu des gens en prison, etc., etc. Le problème, c'est que, pour des raisons absolument extraordinaires, le président des chambres africaines a refusé tout débat sur les fichiers de la DDS. Ça fait 25 ans que Reed Brody nous fatigue avec ces fichiers de la DDS, et le président Cam refuse de les mettre sur la table. Les avocats de FIS n'en discutent pas. Pour quel motif? Ah ben, écoutez, c'est simple. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se révèle? Monsieur Abakar, qui était le président de la Commission nationale, révèle que lorsqu'il a pris ses fonctions, il a été à la DDS. Et il n'a vu que des fichiers brûlés, disséminés partout, certains volés, détruits, etc. Qu'est-ce qu'il nous raconte après dans son livre? Il nous dit qu'il a été contacté par 2 agents des services français qui voulaient les fichiers de la DDS. Pourquoi? Troisièmement, on a un moment absolument terrible qui est Reed Brody, qui, en grand seigneur des investigations internationales et de lutte contre les dictateurs, va découvrir dans un coin l'ensemble des fichiers de la DDS, qu'il va reconstituer à la demande des services tchadiens pour bâtir les éléments de preuve d'un procès. Là, on est en 2001. Et depuis 20 ans, il n'arrête pas de nous dire, finalement, c'est lui qui a monté toute l'affaire contre le président Abré. Or, dans les plaidoiries que j'ai... Nous sommes vendredi. Nous sommes aujourd'hui, dimanche. Nous sommes dimanche, mais oui. Depuis vendredi dernier, j'ai posté mes plaidoiries sur le site d'Hissène Habré, sur sa page Facebook et dans les réseaux sociaux. J'évoque le fait que M. Abakar, dans son livre sur le récit de son enquête, a avoué que les représentantes de la FIDH et de Human Rights Watch, en 2001, sont venues à la DDS, ont fouillé partout et n'ont rien trouvé. Et elles se sont plaintes, et lui-même s'est plaint de la destruction de la mémoire collective de ce procès. Qu'est-ce que Brody a découvert après? Comment, si ses principaux aides, assistants, vont à la DDS et ne retrouvent rien, comment se fait-il que lui, etc. Donc il y a des vrais problèmes. Il y a le juge belge qui s'est étonné de voir des documents entre les mains des ONG. Il y a l'expert graphologue qui a démontré devant la cour que manifestement il y avait des ratures sur un certain nombre de documents qui laissaient penser que quelqu'un d'autre avait rajouté des éléments de preuve. Donc tout ça, si vous voulez, faux témoins, faux fichiers que le président Cam refuse de débattre, c'est pas un procès international. On ne peut pas accepter autant de vide et autant d'errements dans la construction de la preuve d'un accusé. Avec tous ces usages du faux, comme vous venez de l'évoquer, ne regrettez-vous pas le fait que votre client n'ait pas participé au procès? Non, écoutez, parce que la position du président, ça a été, depuis le début, de considérer qu'il n'aurait pas un procès équitable. Dès le départ, on n'a pas pu se défendre devant l'inculpation, tout ça parce que Mme Touré a refusé de mettre en place un règlement de procédure internationale, je n'ai pas pu plaider contre sa mise en détention, on a construit une prison avant même que les juges aient enquêté au Tchad, on a fait une enquête où les avocats
que nous ne pouvions pas aller au Tchad pour des raisons de sécurité. Donc on savait à l'avance que cette affaire était un mandat politique qui devait être exécuté. On avait habillé les chambres africaines d'une mission de justice. Et aujourd'hui, à travers le refus de collaboration, on s'aperçoit que la mission, c'est d'exécuter physiquement le président Habré. Donc on ne regrette rien. Au contraire, on est là debout pour dire aux chambres africaines, dans la presse et dans l'opinion internationale, que ce procès, que cette justice africaine est une justice pourrie. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre... C'est que tous ces éléments... un gros mot. Bon, écoutez, c'est la réalité. Le problème, c'est que tout ce que je dis, je peux prendre n'importe qui, j'ai été dans toutes les audiences, personne ne peut dire le contraire. C'est-à-dire que tous les éléments, le refus de collaborer, la fabrication des documents, les faux fichiers de la DDS, etc., personne, les personnes qui viennent de ne pas reconnaître leur signature sur un procès verbal, enfin, c'est des choses incroyables. Personne ne peut contester ça. Dès lors que ça arrive, le poids, si vous voulez, dans la balance de la justice disparaît. Alors moi, je peux aller faire du cirque. Bon, j'aurais peut-être bien aimé. J'aime bien, je suis un avocat d'assises, donc j'aime bien ça. Mais il y a un moment donné où on se dit à quoi ça sert. Si le président Habré est amené de force, blessé, tous les jours, privé d'eau et de nourriture, de 6h du matin à 18h, si, comme je le vois il y a 2 jours, un magistrat d'une juridiction sénégalaise arrête une avocate du barreau de Paris en pleine audience, bon, je ne sais pas quel sort m'aurait été réservé, j'en sais rien, peu m'importe d'ailleurs. Mais il y a un moment donné où on se dit, ben non, le combat, il n'est pas là. Il n'est pas dans une justice, et nous ne voulons pas, d'une manière ou d'une autre, que l'on attache le nom du président Habré et mon nom à une décision inique qui ne peut pas être un marqueur pour l'avenir de la justice africaine. Et pourquoi vous, ces avocats, vous n'avez pas participé au procès, ne serait-ce que pour faire témoigner les témoins à décharge? Écoutez, alors, pour qu'il y ait des témoins à décharge, encore fallait-il en trouver. Vous savez que... Vous n'en avez pas? C'est pas qu'on n'en a pas, c'est que encore faudrait-il qu'ils puissent venir témoigner librement. C'est-à-dire que encore faudrait-il que moi... Un règlement de procédure internationale devant une juridiction internationale fait que les avocats, avant même l'inculpation, peuvent se rendre dans un pays, faire des enquêtes. Moi, je ne peux pas y aller. Okay, les journalistes de RFI... Pourquoi on vous l'interdit? Mais il y a des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que l'enquêtrice de personnalité, les chambres des Africaines lui disent « Ne va pas au Tchad, enquêter sur le président Habré parce qu'on ne peut pas assurer ta sécurité. » C'est quand même un message fort. C'est qu'une enquêtrice de personnalité qui est censée dire où est-ce qu'il a grandi, quelles études il a fait, etc., etc. Elle ne peut pas. Les journalistes de RFI, quelques jours avant, se prennent 2 paires de claques et se font expulser parce qu'ils enquêtent sur Habré et sur Déby. Brody, de même. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête possible. Les journalistes qu'on a fait condamner de l'enquête pour diffamation, le journal devant les juridictions correctionnelles, nous ont confirmé qu'il y avait un régime de terreur et qu'il y avait une main de fer qui empêchait une procédure équitable. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors il y a bien évidemment toute une majorité du peuple tchadien qui pourrait témoigner à décharge. Vous voulez davantage de réfugiés politiques au Sénégal? C'est-à-dire que si quelqu'un vient témoigner pour le président Habré, il ne peut plus aller là-bas. Il est clair que et si lui ne revient pas, c'est sa famille qui sa vie serait menacée. C'est sa famille qui est en danger, mais bien évidemment. Ça veut dire que c'est à ce niveau-là de danger en termes et c'est pour ça qu'il n'y a pas de procès possible. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une voie possible, celle de prétendu. Mon problème, si vous voulez, c'est que je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de décès, mais qu'en fait, il y a un deal entre ces avocats d'ONG, ces avocats des droits de l'homme, ces prétendues victimes, et Déby. Non seulement pour ne pas l'accuser, mais parce qu'elles font en sorte que se déroule un procès où elles veulent simplement la tête d'une autre personne au prix de leur silence. Est-ce que c'est ça les statuts de la FIDH? Par rapport à ces témoins-là, qu'avez-vous à leur dire? Quand même, ils se sont présentés à la barre. Écoutez, à partir du moment où... Vous savez, bon, moi je suis avocat... D'une partie, j'aurais pu être de l'autre partie, donc j'écoute toujours ce qu'on me dit de l'autre côté. Bon, on ne peut pas être insensible à la vie d'un pays entre 82 et 90. Mais quand on voit... Moi j'ai été, pour le coup, extrêmement décomplexé par rapport à ce qui s'est passé en cette audience. Parce que, en définitive, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de choisir entre des prétendus enfants qu'on massacre et les enfants d'Hissène Habré.
entre les femmes qu'on viole d'un côté et les femmes qu'on viole de l'autre, mais qui ne sont plus des victimes. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié du Tchad qu'on enterre, la moitié d'une mémoire historique, la moitié d'un peuple. Donc ça veut dire que ce qu'on nous dit de l'autre côté n'a aucune valeur. Si c'est ça le message de mémoire, de reconstruction de l'histoire, de réconciliation, et c'est exactement, encore une fois, un parallèle avec l'affaire Gbagbo, si on poursuit une faction et si on laisse ceux qui ont gagné tranquilles, on ne peut pas faire œuvre de justice internationale. C'est exactement la même chose qui se passe, et donc on ne regrette absolument rien. On est, comme on dit, droit dans notre défense. Le président Habré, je peux vous le confirmer, parce que je l'ai vu il y a 2 jours, de la défense et de sa stratégie de refus, et on est très content. On est très content parce qu'on a la démonstration, à travers toutes ces audiences, qu'on est en présence d'une justice qui est le contraire de ce qu'avait voulu le président Macky Sall. Parce que là, si vous voulez, il y a un moment donné où je me dis, bon, les juges, c'est quelque chose, mais il y a un moment donné des magistrats politiques qui ont pris une décision au nom de l'Afrique pour faire quelque chose de grand. Et ça se termine en catastrophe judiciaire. C'est un nouveau Jola, entre guillemets, qui pend à la tête de Macky Sall dans des conditions qui sont pas... Vous comparaissez le procès Habré au drame du Jola? Mais écoutez, pourquoi je le compare? Parce qu'il y a, en définitive, le nombre de parties civiles, c'est 3000. Il y aurait 3000 morts, et plus du tout les 40 000 dont on nous a parlé, etc. Bon, dans l'affaire du Jola, etc. Mais ce que je me dis, c'est que les autorités sénégalaises, au plan politique et de la gouvernance judiciaire, devraient être plus préoccupées des conditions dans lesquelles meurent des Sénégalais dans leurs eaux territoriales, plutôt que de ce qui se passe au Tchad il y a 30 ans. Ou alors faut-il parler de la Casamance? Est-ce qu'on a poursuivi des présidents sénégalais pour des choses qui se sont passées? C'est la FIDH et l'Amnesty International qui ont parlé de charniers, qui ont parlé de torture, etc., etc. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Il y a de l'amnistie, on a levé les mandats d'arrêt, on se réconcilie, etc. Bon, ben c'est le choix. Et pourquoi Macky Sall a fait un autre choix pour le Tchad? Ça, c'est une vraie question pour les Sénégalais, qui ne comprennent pas ce procès, qui ne les intéresse pas. Au début, on avait parlé d'un grand procès au nom de l'Afrique. Êtes-vous d'avis? Non, écoutez, ça ne peut pas être un grand procès pour l'Afrique, au nom de l'Afrique, par des Africains. En fait, on a un habillage. On a la volonté de monter prétendument un procès en Afrique pour dire, vous, la CPI, vous faites n'importe quoi. On ne veut plus de vous. Ouattara dit aujourd'hui au président Hollande, je ne renverrai plus personne à la CPI. Donc en fait, il y a un discours des chefs d'État, Mugabe et d'autres, qui ne veulent plus de la CPI parce que ça ne les arrange pas, et parce qu'ils craignent pour leur sort, et en liquidant le frère Habré, bouc émissaire, en construisant un procès bidon, et en nous disant maintenant, on va nous faire une cour africaine. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une cour africaine qui juge en Afrique, dont les statuts aujourd'hui, puisqu'en fait on m'avait consulté sur ce sujet, démontrent qu'aucun chef d'État en exercice ne pourrait être poursuivi pour des crimes contre l'humanité. Donc en fait on continue à s'arranger, à faire en sorte que les populations vont continuer à subir des problèmes économiques, sociaux, politiques, etc., qu'on va déguiser derrière des histoires ethniques, et faire en sorte que tous ces chefs d'État continuent leur petit business, et Hissène Habré est la victime de cet arrangement politique. Voilà. Si le procès Habré, vous faites référence à une justice des vainqueurs. Oui, exactement, oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, comme en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays, comme on est en présence d'une justice des vainqueurs qui nécessite pour cela que tous ceux qui participent à la construction du procès, à la construction des charges, à la collecte des preuves, acceptent la volonté des vainqueurs. Et Reed Brody, en participant, ça c'est un document qui a été publié dans le fascicule que nous avons produit avant le procès, à la reconstitution des fichiers de la DDS sous le contrôle des services, d'un colonel des services de sécurité tchadien, participe de ce procès. Donc c'est là où il est mis en cause personnellement dans son honnêteté intellectuelle, dans sa lutte contre l'impunité, etc. C'est-à-dire qu'il prend le côté des vainqueurs. Tout ça
parce qu'il veut agrafer la tête d'un chef d'État dans un bureau à New York, d'un chef d'État africain. Et c'est ça qui n'est pas acceptable, si vous voulez. Les statuts de Human Rights Watch et de la FIDH, leur première mission aujourd'hui, c'est de voir ou pas s'il y a un procès équitable. Les représentants de la FIDH se promènent au Congo et ailleurs pour voir si dans les procès, il y a un procès équitable. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils mènent des réquisitions politiques dans un procès financé par le président Déby. Donc c'est ça qui est absolument... Y a-t-il des leçons à retenir à l'issue de ce procès du président Hissène Habré? Bon, je pense que la première leçon, c'est ça, c'est qu'en fait, tous ces acteurs ont accepté le mandat de juger et de condamner le président Habré. Et malheureusement, le président Cam a accepté cet habit-là. Sans arrêt, pendant l'audience, il a interrompu les avocats d'office, il a marqué son opinion, il a refusé toutes les demandes, y compris quand l'une des victimes accusait un témoin à charge. Et donc, on a exfiltré le témoin à charge, Banjim Bandoum, parce qu'elle risquait d'être confrontée avec sa victime. Donc, ça faisait désordre. Donc, il y a eu un accord, y compris des ONG. Si vous voulez, si je pouvais revenir un instant sur ces affaires de viol, la grande nouvelle de ce procès, vous me demandez qu'est-ce qu'on peut en tirer. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, un procès, ça se construit avec une enquête. Or, tout ça n'était pas suffisant et manifestement était faible. Donc en fait, les ONG ont dit, on va amener plein de femmes parce qu'on va sensibiliser l'opinion. Et donc on a commencé à parler d'empoisonnement, d'égorgement, y compris de viol. Alors, cette Madame Zidane, là, elle a été entendue 2 fois à N'Djamena. Elle n'a jamais parlé de viol. Une fois, elle n'a rien dit du tout. Elle n'a même pas dit qu'elle avait été torturée. La deuxième fois, elle a dit qu'elle aurait été amenée prétendument, que le président Habré aurait essayé de la violer, mais ce n'était pas vrai, et qu'en fait, elle ne l'avait pas été. Et puis, devant les chambres africaines, elle fait un témoignage. Elle ne dit rien non plus. Et puis, à un moment donné, le président Cam lui dit, mais vous avez été torturé? Ah oui, j'ai été torturé. Mais comment, par qui? Et c'est là, réveillée par le président Cam, qu'elle commence à parler de viol. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné où on se dit, et alors que l'ordonnance de renvoi ne parle pas de viol, c'est un élément spécifique du crime contre l'humanité. Comment se fait-il que depuis 20 ans, on poursuit le président Habré, que personne n'a jamais parlé de viol, et que soudainement, à l'audience, une femme se lève en disant « Si, j'ai été violée à 4 reprises », en se contredisant. Et qu'est-ce que fait le président Cam puisqu'elle avait été accusée de circonstances particulièrement terribles dans le viol, il y avait une expertise médicale éventuellement à ordonner, il refuse. L'un des médecins qu'il avait vu à l'époque, en 92, n'a même pas établi un certificat médical en sa faveur pour témoigner des prétendues tortures qu'elle aurait subies. Donc en fait, on nous montre une affaire qui est fausse, que le président accepte de mettre sur la barre du tribunal, alors que ça ne fait pas partie de l'ordonnance de renvoi. Pourtant, il y a eu tout un tintamarre autour de ces aveux de la dame. Oui, enfin, c'est dans la presse sénégalaise. C'est mensonge plutôt. C'est-à-dire que comment se fait-il qu'un président d'une cour d'assises accepte de mettre sur la table d'un procès un fait dont il n'est pas saisi, puisqu'elle n'en a jamais parlé, que le président Habré n'est pas renvoyé pour viol, et que personne ne l'a jamais accusé de viol. Et subitement, elle se réveille, et elle vient dire « Ah si, en fait, il m'a violé à 4 reprises ». Donc il y a un problème. Qu'est-ce qui a empêché son silence quand elle était à N'Djamena, qu'elle a témoigné à 2 reprises? Je veux dire, avec les autorités tchadiennes, il y avait qu'à parler, et il n'y avait pas de problème de sécurité ou quoi que ce soit. Pourquoi se réveille-t-elle? Et le président, qui reproche aux avocats d'office de colporter des rumeurs, accepte de mettre, et je crois qu'il a rendu une ordonnance dans ce sens très très récemment, où il examinerait les questions de viol comme étant éventuellement objet d'une requalification, alors que c'est un scandale judiciaire, puisqu'en fait, ces faits ne sont pas renvoyés devant la cour d'assises qui juge le président Habré. On va prendre quelque chose comme ça, puisque un témoin en a parlé, on ne fait pas d'enquête, et le président Habré est poursuivi pour cela. Donc les ONG, si vous voulez, ont mené de concert avec l'accusation une stratégie d'implication personnelle. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas de preuves, et qui sont très en situation de difficulté par rapport à cette prétendue responsabilité hiérarchique. Okay. C'est-à-dire qu'on dit, il est chef d'État, donc il est responsable de tout, mais ils n'ont pas de preuves concrètes. Et donc on a amené des témoins
pour démontrer qu'il y avait des responsabilités directes, mais dont on n'avait jamais parlé auparavant. Oui. Vous avez cité dans vos propos le président du Sénégal, son Excellence Macky Sall, mais aussi le ministre de la Justice, Sidiki Kaba. Quelle attitude auriez-vous voulu qu'il adopte par rapport à l'affaire Habré? Écoutez, d'abord, je pense que le président Macky Sall, il était à peine élu, qu'il a dit à 7 reprises dans cette déclaration qu'il fallait absolument juger le président Habré, etc. On voit dans quelles conditions se déroule aujourd'hui ce procès. Donc il y a un engagement politique du président Macky Sall qui fait suite à l'engagement politique du président Wade et qu'on ne comprend pas. On ne respecte pas les décisions judiciaires dans ce pays qui ont été rendues en faveur du président Habré. Total, le président Wade, je le fais condamner devant la cour de la CEDEAO, parce que je dis que ce n'est pas le Sénégal qui a été condamné devant la cour de la CEDEAO, c'est le président Wade. Le président, je vois que depuis le mois de janvier, il vient de se faire sanctionner par le Comité des droits de l'homme dans l'affaire Karim Wade, et aujourd'hui, il a laissé organiser un procès où il a pris comme ministre de la Justice le principal avocat, enfin, je ne sais pas si c'était le principal, mais en tout cas l'un des avocats des parties civiles, qui était contre moi devant la cour de la CEDEAO, et qui, le jour même où il prend ses fonctions, dit il est temps que l'Afrique juge ses bourreaux, qui organise l'agenda des juges, qui n'arrête pas de parler, qui vient dire effectivement les responsabilités personnelles, etc. Je veux dire, Sidiki Kaba, que je vois dans la presse aujourd'hui honoré comme toujours un grand activiste, je suis désolé, c'est un opportuniste politique. Parce que s'il connaissait bien les droits de l'homme, il saurait que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné le ministre de la Justice de Grèce dans un arrêt retentissant en lui disant il faut arrêter de parler à tort et à travers sur les procédures en cours. Donc en fait, il a donné, Sidiki Kaba, un message politique aux juges. C'est-à-dire, vous pouvez y aller, je vous couvre de tout ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est pas de l'activisme des droits de l'homme. Ah oui. Dans la presse parue ce jeudi 4 février 2016, le procureur des chambres africaines, Mbacké Fall, va demander la perpétuité et la confiscation des biens de votre client. Comment vous accueillez cette information? À la fois très mal et en même temps sans étonnement, parce que il est dans son rôle. À partir du moment où les chambres africaines ont été vidées de leur contenu et de leur mission de justice pour les raisons que j'ai expliquées, puisqu'il n'y a pas de vérification ni d'enquête, ni de vérification des auteurs qui a fait quoi, on retombe dans un mandat politique, le mandat de l'Union africaine, on fait disparaître le corpus judiciaire et on arrive à l'objectif qui est de tuer quelqu'un en l'habillant d'une décision judiciaire. Le président Habré a plus de 70 ans, si on le condamne à perpétuité, vous savez très bien comment ça va se terminer. Donc ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'un magistrat qui a dit dès le départ que le président Déby n'était pas poursuivable dans cette affaire, que manifestement il a fait l'objet d'un certain nombre de protections des autorités politiques sénégalaises couvertes par les chambres africaines pour ne pas être interrogé, pour être protégé, pour organiser son procès bidon au Sénégal, etc., se lève lundi matin et vient tout râpé de rouge dire « je suis le grand chef de la lutte contre l'impunité ». Enfin, il est le principal avocat non pas du Tchad, mais du président Déby dans cette affaire. Parce qu'ils sont tous des mandataires d'un mandat qui est financé par le président Déby. C'est ça, malheureusement, la triste leçon de cette affaire. Et qu'est-ce que cela vous fait quand son réquisitoire apparaît dans la presse sénégalaise? Écoutez, je félicite les journalistes qui sont bien informés. Et je considère que, manifestement, on est en présence d'une liquidation politique. Si je peux me permettre, puisqu'on nous parle beaucoup de grands procès internationaux, je voudrais juste vous lire 2 lignes. Oui. Dans l'affaire Thomas Lubanga, qui était un des grandes affaires devant la Cour pénale internationale, les juges ont dit cela, et je crois que ça conclut bien l'ensemble des errements que j'ai dénoncés. Ils disent, dans ces circonstances, aussi important que soit pour la communauté internationale l'intérêt de traduire en justice les personnes accusées des pires crimes contre l'humanité, il est dépassé par la nécessité de préserver l'efficacité de la procédure en tant que puissant instrument de justice. Un procès équitable est l'unique moyen de rendre la justice. Si aucun procès équitable ne peut être conduit, l'objet de la procédure judiciaire est mis en échec et il convient de mettre un terme à la procédure.
Ajoute-t-il, ces droits fondamentaux, donc ceux de l'appelant, ont été maintes fois violés. Chose sans doute pire, il apparaît que les manquements du procureur en cette espèce relèvent de la négligence. Nous estimons qu'une telle conduite est déraisonnable et au vu des nombreuses violations constatées, nous concluons que la seule sanction possible de l'inaction du procureur, on pourrait dire, ou de l'action des juges, et du déni de ses droits qui en a résulté, est de remettre ce dernier en liberté et de rejeter les accusations portées contre lui. Et il rajoute cette phrase terrible, toute utilisation de méthodes et pratiques qui violeront par elles-mêmes des principes fondamentaux du droit et de la justice internationale serait contraire à la mission de ce tribunal. Ça, c'est pas la plume du président Cam. Mais on va voir ce qu'il va faire au mois de juin. Et je dis aujourd'hui que toutes les nullités que j'ai évoquées, toutes les irrégularités, dans la plaidoirie que j'ai postée ce soir sur le site des chambres africaines, les chambres africaines, elles ont un article 168 du Code de procédure pénale qui leur permet de relever d'office toutes les nullités parce qu'elles violent l'ordre public international et l'ordre public sénégalais. Oui. On va voir de quoi sont capables ces juges. Je vous remercie, Maître François Serre. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et vous êtes dans Opinion. Merci à vous. Merci aux éditeurs et téléspectateurs qui nous ont porté attention. Grand merci à toute la réalisation, à Alioune Badara Ndiaye, le génie, Ousseynou Sall pour la décoration, sans oublier Oustaz Assane Diouf pour la coordination, Ndella Amar pour les soins esthétiques. Mesdames, Messieurs, excellente semaine à vous. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. Voilà, 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 wabi, voilà, voilà, wabi, voilà. Merci beaucoup. Merci. Hello, ça va bien? Danan sabala manguni jay suma demee balewe xamal ni danan danan sabala manguni jay suma demee balewe xamal ni danan sabala manguni jay ma dem balewe xamal ni danan sabala manguni jay suma demee balewe Bella jañe ma jàppoon si loxo booba guni la yóbbu ma si daara ba ma mel ni ma tolloo daanaan sama la mu ngoone njaay su ma demee ba lay woy amal ni daanaan xewe ne Ibrahima Diop Fatou Fall xewe ne yaayu ay dama doy suma xeeral la may jóge daanaan sama la mu ngoone njaay su ma demee ba lay woy Bella jañe ma jàppoon si loxo ni sori kaay dëkk naa la suba dëkk naa la xam dëkk naa la xam-xam dëkk naa la dara dëkk naa la lu ne dëkk naa la xam wóor na xewe ne ni Ibrahima Diop Fatou Fall ni xewe ne yaayu ay dama doy suma xeeran la may jóge dëgg la